Salam alaikum. Bonjour à tous. Le séisme de Haouz, l'inondation de Safi et de l'Aqsa al-Kbir ont rappelé l'urgence de renforcer notre organisation face aux catastrophes naturelles. Et dans une région stratégique et exposée comme Bni Mellal Khnifra, la mise en place de plateformes régionales de réserve de première nécessité lancée par Sa Majesté le roi Mohammed VI s'inscrit comme une réponse structurante. C'est dans cette dynamique nationale que s'intègre la compétition TSP, au sein de laquelle notre sujet traite la localisation et la gestion des centres de stockage d'urgence dans la région de Bni Mellal Khnifra pour améliorer l'efficacité de l'intervention en situation de crise. Aujourd'hui, la question n'est plus si une catastrophe surviendra, mais quand et surtout à quelle vitesse nous serons capables d'y répondre. Passons au plan de cette présentation. Premièrement, on va commencer par le contexte. Deuxièmement, on va voir la localisation optimale des centres de stockage et finalement la gestion interne et externe des centres de stockage. Commençons par le contexte. Récemment, le Maroc a été marqué par des événements majeurs. Le premier événement marquant est le séisme de Haouz, survenu le 8 septembre 2023 à 11h11 secondes. Ce séisme présente une magnitude comprise entre 6,8 et 7 sur l'échelle de Richter. Et selon les données officielles du ministre de l'Intérieur, le bilan humain s'élève à 2960 victimes et environ 2,8 millions de personnes affectées. L'épicentre du séisme a été localisé dans la commune d'Iril, c'est environ 70 km de Marrakech. Comme constat critique, le délai d'intervention de 48 heures à 96 heures, faute d'entrepôts de proximité et une lacune structurelle majeure dans la chaîne logistique d'urgence. Le deuxième événement marquant est l'inondation de Safi. Le 14 décembre 2025, la ville a été frappée par des inondations tragiques causées par des pluies torrentielles exceptionnelles jusqu'à 60 mm en seulement 3 heures. Cette catastrophe a malheureusement entraîné un bilan de 37 décès et impacté directement les routes et les stocks. Le troisième événement est celui de l'Aqsa al-Kbir. La montée des eaux entre la fin janvier et le début février 2026, qui a été causée par des pluies exceptionnelles jusqu'à 60 mm cumulés depuis septembre. Celles-ci ont provoqué le débordement de Wad el-Loukous et la saturation du barrage Wad el-Makhazin. Et cette catastrophe a également entraîné un isolement complet de 48 heures. Ces crises successives ont révélé une vérité incontournable. Dans une situation de crise, chaque minute perdue peut coûter des vies. Pour en revenir à la région de Bni Mellal Khnifra et la problématique de l'enclavement dû à la neige, les statistiques montrent que plus de 200 douars se trouvent isolés, coupés du monde lors du pic d'enneigement. Cela concerne plus de 80 000 habitants vivant dans les zones montagneuses à risque hivernal. Et environ 400 km de pistes sont ainsi bloquées pour une durée allant de 3 à 15 jours selon l'attitude et l'importance de la couverture névale. Cet isolement met en évidence la nécessité d'une infrastructure logistique décentralisée et résiliente. Revenons à la plateforme régionale. La plateforme régionale de réserve de première nécessité a été lancée par Sa Majesté le roi Mohammed VI le 20 septembre 2023, justement 12 jours après le séisme de Haouz. Cette initiative présente un investissement global de 7 milliards de dirhams, 2 milliards de dirhams pour les bâtiments et 5 milliards de dirhams pour les stocks et les équipements, répartis sur 12 plateformes régionales couvrant 240 hectares. Dimensionné pour répondre à 3 fois le besoin observé lors du séisme de Haouz. Le dispositif comprend jusqu'à 4 entrepôts géants avec une surface de 20 000 m² pour les régions prioritaires dans Casablanca Stade, Marrakech Safi, Tanger Titan, Al-Hoceima et 12 entrepôts avec une surface de 10 000 m² pour les autres régions. Alors, afin de réduire la vulnérabilité et de mitiger l'impact des pertes humaines et matérielles liées aux risques naturels majeurs, et en alignement avec cette initiative, notre stratégie s'articule autour du déploiement de plateformes logistiques régionales de secours. C'est dans cette optique de résilience territoriale que nous analysons aujourd'hui le cas spécifique de la région de Bni Mellal Khnifra. Et afin de détailler la méthodologie scientifique utilisée pour trouver cette localisation optimale et répondre aux besoins logistiques du terrain, je cède la parole à Ahmed.
Alors, dans cette partie de localisation, on va voir les 5 points suivants. Une analyse exploratoire sur les données démographiques de la région Bni Mellal Khounifra, puis une définition des terrains du jeu, ou bien les terrains possibles dans lesquels on peut localiser nos centres de stockage d'urgence, la modélisation mathématique, puis le stack technique et les outils utilisés, et finalement les résultats. Avant d'aller vers la modélisation mathématique, selon le HCP et le recensement 2024, notre région est une région immense et rurale et contient exactement 2484 douars ruraux avec une population totale de 1,2 million de personnes, avec un moyen de 302 habitants par douar. Dans ce diagramme, il visualise la distribution des douars selon les provinces de la région. Et comme vous voyez, la province d'Azilal avait le plus grand nombre de douars qui atteint 1056 douars avec une population totale de 460 000 personnes. Dans ce diagramme, ce sont les types de douars qui existent. On a exactement 3 types de douars. Les douars dispersés, groupés et fractionnés. Le plus grand pourcentage, c'est pour les douars dispersés, ce qui rend la logistique de secours particulièrement complexe. En suivant, pour étudier la vulnérabilité des personnes, on a se basé sur le facteur de l'âge. Et comme vous voyez dans ce diagramme, 42,3 des personnes sont vulnérables. Ici, on parle des enfants moins de 15 ans et des personnes âgées qui dépassent 60 ans. Ici, c'est la distribution de la vulnérabilité selon les provinces de la région, avec la province provençale qui affiche le grand pourcentage de 44,5%. Maintenant, il faut préparer le terrain et bien choisir les zones dans lesquelles on peut placer notre centre de stockage. Commençons d'abord pour éliminer les zones risquées, en commençant par les zones ayant le risque d'inondation, selon l'étude de nos camarades qui ont fait de l'inondation. De plus, on va éliminer aussi les réseaux hydrographiques de la région Bni Mellal Khounifra. De plus, on va éliminer aussi les zones qui ont le risque naturel comme les séismes, les zones montagneuses. De plus, on va aussi éliminer les zones qui ont déjà exploité. On parle des zones militaires, institutionnelles, les zones écologiques, les zones résidentielles, commerciales, les zones industrielles, etc. Ce qui nous donne comme résultat une cartographie de 2 catégories, les zones à lisser, les zones à éliminer. En vert, ce sont les zones acceptables et en rouge, ce sont les zones à éliminer. De plus, on applique aussi un autre filtre sur la surface. On a défini une surface minimale comme seuil, dans ce cas c'est 25 hectares, c'est-à-dire tous les mini-zones qui ne respectent pas ce seuil, on les élimine, ce qui nous donne finalement 106 sites possibles pour la localisation de nos centres d'urgence. Et puis, on va prendre en considération aussi le réseau routier de la région Bni Mellal. De plus, la localisation GPS exacte de chaque douar à desservir par notre plateforme de secours. L'objectif est double, c'est-à-dire il faut couvrir la totalité des douars tout en gardant la proximité routière pour une accessibilité et une rapidité d'intervention. Maintenant, on va passer à la modélisation mathématique, mais avant de plonger très loin, on va définir quelques paramètres et coefficients qu'on a pris en considération dans notre modélisation. Commençons par DIG qui désigne la distance entre un site potentiel I et un douar desservi G. Le deuxième paramètre, c'est PG, c'est la population de douar G. Le coût foncier, c'est le coût d'achat ou bien d'allocation le coût d'achat ou bien de location du terrain. On a estimé 5000 dirhams par mètre carré. Le coût de construction, comme le nom indique, c'est le coût de construction d'un mètre carré de notre centre d'urgence. On a estimé aussi 5000 dirhams par mètre carré. Les bornes S-min et S-max pour garder toujours que les résultats sont dans un intervalle logique et raisonnable. Il faut définir au départ des surfaces à ne pas dépasser. Ici, on a choisi comme borne 1000 mètres carrés borne inférieure et 5 hectares comme borne supérieure. Le deuxième facteur, c'est la dotation delta. La dotation delta, en bref, si on englobe tous les besoins nécessaires pour desservir une seule personne, on englobe les kits de survie, les médicaments, la nourriture, les tentes et les couvertures. Si on rassemble tous ces objets-là dans un seul volume, il va nous coûter 0,35 mètres cubes selon les données sphères 2018.
plus le facteur phi, c'est le facteur de circulation. C'est-à-dire pour éviter la sous-dimension de notre centre de stockage, il ne faut pas se compter seulement sur la surface utile pour le stockage. Il faut toujours prendre en considération les espaces supplémentaires pour la circulation, soit des allées, soit du manutention, soit des claques, par exemple, ou bien les opérateurs qui vont travailler au sein de notre centre. Généralement, selon les données de NHCR, ce facteur il est compris entre 1,2 et 1,3. On a choisi dans notre modélisation 1,25. Le paramètre suivant, c'est la hauteur utile. Généralement, selon les standards de platisation, la hauteur utile seulement pour le stockage, c'est 4 mètres. Puis un coefficient de tortuosité. Seulement pour simplifier et réduire la complexité de calcul, au lieu de travailler avec des trajets réels, on assimile ces trajets avec une distance à vol d'oiseau. C'est pour cela qu'il faut multiplier par un coefficient de tortuosité qui va rendre le calcul un peu léger. Dans ce cas, on a choisi ce facteur 1,4. Normalement, l'intervalle de ce facteur est compris entre 1,2 et 1,4. Puisque notre région est montagneuse, on a choisi la borne maximale 1,4. Passons maintenant aux variables de décision de notre modèle. D'abord, il faut savoir les ensembles qu'on a. Le G, c'est l'ensemble des devoirs à desservir, 2484, I, les sites potentiels, et A, c'est les couples IG, c'est-à-dire le site I, il va desservir quel devoir G. Le premier variable de décision, c'est XI. Il indique est-ce que le centre I il va être ouvert ou bien fermé. 0 pour fermer, 1 c'est ouvert. Le deuxième variable, c'est YIG, c'est le variable d'affectation. Il va indiquer que le devoir G est affecté à quel site I. Le troisième variable de décision, c'est une variable continue, c'est la surface totale. Alors, il y a une différence entre les types de variables, deux variables binaires et une variable continue, ce qui rend nos problèmes de type MIP. Passons maintenant aux fonctions objectives. Notre problème, il est multiples fonctions. On a se concentrer sur trois qui ont plus d'importance. O1, c'est la fonction de la somme des centres qui ont ouvert, dans laquelle on cherche à minimiser, c'est-à-dire on cherche à trouver le nombre minimal qui va satisfaire la totalité des devoirs. De plus, la deuxième fonction, c'est la fonction coût qu'on cherche aussi à minimiser. La troisième fonction, c'est la fonction des distances pondérées, tout en gardant que notre objectif, c'est d'assurer la rapidité d'intervention, alors il faut minimiser les distances. Notre modèle, c'est la somme des trois fonctions, et pour une sorte de homogénéité, parce qu'il y a trois fonctions de dimensions différentes, coût, distance et nombre. Alors, il faut rendre toutes les fonctions homogènes. C'est pour cela qu'on a travaillé avec le concept Minimax pour ramener toutes les fonctions à une échelle entre 0 et 1 et garder toujours l'homogénéité. De plus, on multiplie par les facteurs de pondération oméga 1, oméga 2, oméga 3 pour définir la priorité de chaque objectif. Maintenant, passons aux contraintes, c'est-à-dire les règles à respecter. La première contrainte, c'est la couverture. La somme des YG faut qu'égale à 1, c'est-à-dire chaque devoir doit être desservi par un seul centre de stockage. Il nous garantit de plus que tous les devoirs sont desservis. La deuxième contrainte, c'est la contrainte d'affectation conditionnelle. On ne peut pas affecter un devoir à un site s'il n'est pas ouvert. La troisième contrainte, c'est la capacité volumétrique. Si on ouvre une plateforme dans une position I, il faut vérifier que le volume de cette plateforme elle est capable de satisfaire tous les besoins des devoirs desservis. La quatrième contrainte, c'est sur les bornes minimax qu'on a discuté sur la surface. La cinquième contrainte, c'est le rayon maximal. C'est-à-dire le devoir le plus loin de site, ou bien le centre de stockage, il va être à quelle distance. Ici, on a fixé 100 km. Pourquoi? Normalement, dans les standards pour l'intervention lors d'une catastrophe, il ne faut pas dépasser 2 heures. Et si on estime que la vitesse des véhicules utilisés pour l'intervention avec une moyenne de 50 km/h, alors 2 heures avec une vitesse de 50 km/h, c'est équivalent à 100 km en distance. La sixième contrainte, c'est une contrainte complémentaire, mais
aussi essentiel, c'est pour garder toujours l'accessibilité et la facilité d'arriver au centre. Il faut que nos centres sont prêts aux routes et avec une proximité maximale qui ne dépasse pas 0,5 km. Alors, avec tous ces modèles, on alimente notre outil qu'on a utilisé. Le Gurubi, c'est un solveur mathématique pour l'optimisation connu qui est utilisé par des grandes entreprises. C'est le cerveau mathématique de notre travail. Network X est utilisé pour la modélisation réseau et le calcul des distances. Visual Studio, comme vous savez, Python comme environnement de développement. QGIS pour la visualisation et l'interprétation des résultats. Maintenant, passons aux résultats de notre localisation. Normalement, on a trouvé 4 entrepôts qui vont servir la totalité des régions. On a pu arriver à 100% de satisfaction. Merci. En continuant, puisqu'il n'y a pas... Normalement, je vais poser à chaque entrepôt pour expliquer tout seul. Le premier entrepôt qu'on a trouvé se situait ici à Beni Mellal. On a trouvé 4 entrepôts. Ils vont couvrir la totalité de la population de la région. C'est un point de plus parce qu'on n'a pas oublié aucun douar. Le premier douar va situer ici à la région de Beni Mellal, exactement à Ouladius, sur une surface de 50 000 m² avec un volume de 100 000 m3. Il va servir la totalité de la province de Beni Mellal. Le deuxième entrepôt va situer à Azilel, dans la région Aït Abbas, avec une surface de 50 000 m², 200 000 m3 de volume qui va servir la province d'Azilel. Le troisième va situer à la province de Khenifra, dans Sebt Ait Raho. C'est un petit entrepôt qui va servir 228 douars. Ensuite, le dernier entrepôt il va être aussi dans la province de Khenifra avec une totalité de surface 22 000 m3 et un volume de 91 m3 de stockage. Il va servir à la fois une partie de la province de Khenifra et une partie de la province de Khoribga. Parce que si vous remarquez, il n'y a pas d'un centre de stockage dans la province de Khoribga. Il y a 2 raisons. Puisque la province de Khoribga, c'est la province la moins exposée aux risques naturels. De plus, il ne contient pas beaucoup des douars ruraux. Et ces douars, il y a un nombre de douars dans cette province, ils vont être desservis par les 2 centres de Beni Mellal et de Khoribga. Comme on peut aussi avoir un détail sur les douars affectés à chaque centre de stockage. Par exemple, le premier centre de stockage de Ouladius, ici à Beni Mellal, on peut visualiser tous les douars qui sont rattachés. Voici les données que j'ai pu présenter, la surface de cet entrepôt, le volume et aussi les habitants desservis, le nombre. Pour le deuxième entrepôt de Aït Abbas, qui se situe à Azil, la province d'Azilel, avec une surface de 50 000 m3 et un volume de 200 000 m3, le nombre total d'habitants desservis, c'est 455 000 habitants, et aussi le budget. Et la liste des douars qui ont rattaché. La même chose pour Khenifra, le premier, et le deuxième de Khenifra aussi. Maintenant, une bonne localisation optimale seule ne suffit pas. Si on n'a pas une bonne gestion, c'est qu'on n'a rien fait. Maintenant, je vous laisse avec la partie gestion de ce centre avec mon collègue. Comme l'a dit mon collègue, comme vous venez de le voir, la localisation est la fondation de notre réseau, mais un entrepôt même bien placé n'est efficace que s'il est bien géré. Donc, je vais maintenant vous présenter comment nous transformons ces points sur une carte en un système opérationnel capable de répondre en cas d'urgence. Le plan de cette partie est comme suit. Au premier axe, on va parler sur l'architecture interne et comment préparer les kits.
nous venons comment l'organisation interne, quel type d'architecture on a utilisé, le type de zonage. Est-ce qu'on a utilisé le zonage FIFO, First In, First Out, ou bien FIFO, First Expired, First Out, ou bien le zonage ABC, qui est le plus recommandé. En deuxième lieu, on va passer sur la stratégie des flux. Je vous présenterai dans cette partie une simulation en utilisant le jumeau numérique. Pourtant, on est des élèves en digitalisation, donc on doit insérer la digitalisation dans n'importe quelle industrie. Dans la troisième partie, on va parler sur le transport et le dernier kilomètre. Comment assurer que toutes les douars sont dans notre étude. Nous avons commencé par une analyse rigoureuse des données du recensement 2024. Notre région compte plus d'1 million d'habitants ruraux à protéger. Comme vous voyez, dans les personnes qui ont une vulnérabilité, ces données, on l'a obtenu d'après nos camarades qui ont fait le sujet de vagues de froid. Pour commencer, on commence par la conception de nos centres de stockage d'urgence. Nous avons modélisé une infrastructure intelligente divisée en 4 zones critiques. J'ai fait l'étude pour le centre de stockage qui est dans Azilal, car le catastrophe le plus souvent de notre région, c'est le catastrophe de vagues de froid. Donc, voilà notre entrepôt. Si on fait une petite zoom, on voit en bas la zone de réception, qui est dimensionnée pour des flux massifs de 20 tonnes. Et puis la zone de stockage de masse, c'est là où on stocke et on assure les réserves stratégiques. La troisième zone, c'est la zone de kitting. C'est le cœur de la préparation. Ici, on prépare les kits pour les livrer à les douars. La zone qui est en haut, c'est la zone d'expédition prioritaire. C'est une innovation car c'est pas toujours utilisé. J'ai utilisé cette zone, ou bien on a utilisé cette zone pour gérer en cas de catastrophe. Et pour la quatrième zone, ou bien la quatrième chose qu'on a fait, c'est un point crucial. Comme ça, on peut garantir l'autonomie en cas pour garantir l'autonomie énergétique en cas d'empanne. S'il vous plaît, donc 1 minute de plus. Quoi? 1 minute de plus. D'accord, c'est bon. Merci. Pour valider notre concept, nous avons développé un digital twin. Pourtant, notre plan de cette gestion, j'ai fait la différenciation entre deux modes de gestion. Le mode normal qui est en mode push et le mode d'urgence qu'on a utilisé le cross-docking. Et bien sûr, la priorisation algorithmique pour chacun de ces deux modes. Pour le mode push, on est dans le mode normal. Tout est normal. On garantit, comme vous voyez dans les nombres qui sont à droite, on garantit environ de 200 kits par heure. Le temps est moyen, et bien qu'on a au fil d'attente plus d'un paquet. Mais regardons ici, quand on fait l'alerte neige, les kits sont augmentés vers environ 400. Et les packs qui ont en attente, seulement un seul. Pour garantir qu'on doit bien gérer dans l'alerte neige, on a intégré des alertes qui ont en temps réel, qui se basent sur la météorologie des régions Bnimilal Khouribga. Dans la troisième partie, on a parlé sur le transport et les derniers kilomètres. Pour bien garantir que toutes les douars sont bien gérées, on a fait l'optimisation en se basant sur le VRP, Vehicle Routing Problem, avec des contraintes nécessaires. Aussi que le point crucial est de faire l'intégration des 4x4 agiles pour qu'on puisse aller vers les douars qui sont dans les montagnes. Et dernièrement, on a même fait l'analyse après la catastrophe. Qu'est-ce qu'on va faire après que la catastrophe se termine? Donc ici, on a se basé sur deux choses, le circuit de retour et le reconditionnement.
Et pour conclure, je précise que notre objectif principal est non pas de se baser juste sur un projet académique, mais de le faire exploiter dans notre région et bien sûr de le faire dans des autres chaînes d'Atlas comme Azilel, Ifren, Midelt. C'est pour cela qu'on a des perspectives comme l'anticipation et intégrer des modèles IA pour analyser et fait des études préventives des catastrophes. Et dernièrement, je tiens à vous remercier tous pour votre attention et merci pour vos remarques. On est ouvert pour vos questions.